Très heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse émission Éco-Jeunes qui donne donc la parole aux jeunes chaque semaine. Nous parlons d'un thème très important aujourd'hui, retour des Benguis en vacances. Nous en parlons avec toute l'équipe qui est déjà en place sur ce plateau avec un invité de marque, Monsieur Koumé Dina Kodjo Dovene. Il est ingénieur didacticien, un Benguis que nous retrouvons donc sur ce plateau. Comment vous allez, Monsieur Dovene? Bonjour Coco, je vais bien, et vous? Oui, ça va très bien. Alors, j'ai retenu quelque chose, ingénieur didacticien, avant de laisser la parole aux autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, sur la didactique? Sur la didactique, exactement. Alors, le mot didactique, en fait, renvoie à une situation sociale dans laquelle quelqu'un essaye de faire quelque chose pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça fait beaucoup de choses et tu fais partie ou tu seras également notre invité dans la seconde partie de cette émission et certainement qu'on aura le temps de revenir sur cette discipline et toutes les opportunités que cette discipline offre à nous autres, aux jeunes, que ce soit au pays ou qui sont également dans la diaspora. Cette émission, nous la ferons également avec Akinsola Rachel, juriste de formation. Aujourd'hui, elle nous fait le plaisir d'être dans sa casquette. Qu'est-ce qui nous fait l'honneur d'avoir Rachel particulièrement aujourd'hui, comme ça, si brillante? Rachel, bonjour, merci d'être fidèle encore à cette émission aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Ma casquette, c'est un Benguis qui me l'a donné, donc c'était juste pour faire un genre, quoi. C'est juste pour faire un genre et elle ne sera pas seule, naturellement, accompagnée à côté de Apefako, entrepreneur en veste, tout fraîche cet après-midi. Apefa, ça va? Ça va, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, Coco, j'espère que tu te portes à merveille. Oui, je me porte également à merveille sur ce plateau. Alors, nous attaquerons aujourd'hui un thème, sinon un phénomène carrément qui parle à plusieurs sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Apefa, on parle des Benguis. Benguis, pour quelqu'un qui nous suit dans cette émission, qui n'a jamais entendu d'abord cette expression, il s'agit de quoi en fait? Benguiste veut dire quelqu'un qui revient de l'étranger, qui revient de l'Occident. Le mot vient, c'est un jargon ivoirien, ça vient de la Côte d'Ivoire, qui veut dire bengué, qui veut dire France dans le jargon ivoirien. D'où vous savez bien que les Ivoiriens ont... On passe sous le contrôle des Ivoiriens qui nous suivent dans cette émission. Oui, les Ivoiriens ont cette façon-là de créer des mots à partir du français. Donc, le mot benguiste, c'est un mot ivoirien qui veut dire cette personne-là qui vient, qui revient de l'Occident et qui revient au pays. Voilà. Alors, Apefa. Oui, ce que je ne comprends pas jusque-là, c'est que tout le monde revient, naturellement, quand on est en Occident et tout, surtout en tant que jeune africain. À un moment donné, on met dans son agenda, peut-être dans les vacances, je reviens dans mon pays pour passer un bout de temps en famille, mais pas seulement en famille, peut-être se rafraîchir, changer le vent, changer l'air, changer le sang, si on peut le dire ici, avant de repartir. Et quand on parle aujourd'hui de ces benguistes-là qui revient apparemment, ça commence par amener plusieurs personnes à se poser des questions sur les vraies intentions de retour de nos chers que nous traitons donc de benguis. Dites-nous davantage. Oui, je voudrais partager avec vous cette anecdote. Il y a cela un mois, j'étais en train de scroller des vidéos sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu des vidéos qui s'enchaînaient et il y a une jeune fille qui mettait en garde les autres jeunes filles qui disaient communément « Oh, bagwalo, oh, java consommer local ». Ok, premièrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée dans les commentaires et c'est là que j'ai découvert. Oh, java consommer local. Oh, java consommer local. Bon, quel est le problème? On tend en octobre même vers le mois de la consommation locale. Oui, octobre, la consommation le mois de la consommation locale est encore très loin de nous. On anticipe. Il fait semblant de ne pas comprendre. On anticipe, non, mais consommer le local, moi je Rachel, il fait semblant. Consommer le local, est-ce que c'est pas ce que même le gouvernement est en train de prôner? Justement, c'est ça le problème, parce que moi,
La fois dernière, j'étais avec un monsieur. Et on te coupe pas, hein. Oui. Et on discutait justement, et là, il me conseillait justement que quand vous revenez comme ça, faites un effort pour consommer le local. Avant de partir, et quand vous pourrez partir, partagez ça avec vos amis là-bas et tout. Mais ce monsieur, lui, il est dans le domaine de la littérature. Ok. Du coup, il me conseillait la littérature togolaise, en fait. Super. Voilà. Mais je vous comprends pas, les dames. Oui, je vois que d'où venait, il est en train de parler du consommer local dans sa globalité. Mais ici, nous sommes en train de parler du consommer local dans... Je vais être plus clair, Coco. Oui, on a besoin d'être clair. Avec nos frères, nos grands frères qui reviennent de l'Occident, qui reviennent de l'étranger et qui viennent piocher nos jeunes sœurs ici et faire du n'importe quoi avec elles et repartir. C'est de ça exactement que nous sommes en train de parler. Ok. C'est bien ce que Revené a dit, que de consommer local, c'est-à-dire de la littérature, c'est bien. Mais quand on parle de benguiste, du moment où on parle de benguiste, parlons-en, c'est que ça devient inquiétant. Mais quand on dit de consommer le local, c'est-à-dire lire des livres, il n'y a rien d'inquiétant pour qu'on mette en garde. C'est parce que il n'y a rien d'inquiétant pour qu'on mette en garde. Ça, c'est tout à fait bien, c'est louable. Mais peut-être trop de lecture rend fou. Alors, ce que je veux savoir, Rachel, ça quand même permet de pouvoir planter donc le décor de cette émission. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un rentre au pays, et peut-être hanché, va loin, très souvent, quand c'est nos frères et sœurs, sinon nos frères pour la plupart des temps, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, rentrent au pays, là on est beaucoup plus sérieux hein, par rapport au sujet. Les gens vont louer des appartements et ont envie de passer du temps tranquille et peut-être font venir des gens qui sont importants pour eux, un temps soit peu. Mais ouais, le problème avec APFA, je comprends pas. Quand elle parle, hein, autant pour moi, on m'a donné donc ils font du n'importe quoi. Je ne sais pas, je comprends pas. Pourquoi toi-même tu n'es pas convaincu de ce que tu dis? Parce que tu le dis avec tellement de sourire que derrière on sent qu'il y a une compréhension que tu essaies de déguiser à la télé. Je sais pas pourquoi. Je vais plus sourire. Donc je souris plus. D'accord. En fait, pour aller dans le même sens que APFA, c'est pas pour les accuser, hein, mais la plupart des... Mais là, le problème, c'est le fait que les gens rentrent au pays et qui ont des appartements et qui veulent vivre tranquillement chez eux dans leur appartement. C'est ça le problème? Non, le problème, c'est pas le fait de louer des appartements, mais qu'est-ce qu'ils font dans ces appartements-là? Parce que faut se dire la vérité. La plupart de nos frères qui partent à l'étranger, ils n'ont pas forcément le temps de vivre comme ils le souhaiteraient. Hein. Soit c'est l'étude, le boulot. À peine ils ont le temps de profiter de la vie, ne serait-ce que de la chaleur familiale, des amis qu'il faut voir de temps en temps. Donc, c'est des trucs qu'ils aimeraient revivre pour les 2 semaines, les 3 semaines qu'ils ont cette opportunité-là de revenir au pays. Et pour d'autres, il y a quand même la question de priorité. Pour d'autres, c'est peut-être venir se construire, retrouver sa famille et vivre chaleureusement avec la famille. Et pour d'autres, c'est aussi passer du bon temps. Et quand on parle de passer du bon temps, on est quand même à la télé, on ne va pas mettre les points sur les i. Bien sûr, passer du bon temps. Donc, la mise en garde que la dame faisait, c'est par rapport aux nombreuses victimes qu'il y a derrière le retour des benguistes. Oui, c'est justement ce que je veux comprendre. Victime, dans quel sens? Victime, c'est-à-dire? Oui. Coco, je peux aller? Oui, allons-y. Victime dans le sens où, en rentrant, il y a ces messieurs-là qui commencent par appeler des filles ici, qui entrent en contact avec des filles ici et qui commencent par leur promettre le mariage. C'est promettre ciel et terre. Et quand ils rentrent, ces filles-là, vous savez, bien que nous savons tous que tout le monde est intéressé par... Même dans nos familles, même au sein de nos familles, quand il y a quelqu'un qui revient de l'étranger, il est adulé, il est tellement mis en valeur, vous voyez. Donc, il y a toutes les filles qui commencent par courir après autour de cette personne-là. Et eux, promettant ciel et terre, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent avec ces filles et repartent. Maintenant, ma question, c'est que est-ce que ces filles sont forcées?
Elles ne sont pas forcées, mais tu sais, c'est... Non, je pose des questions. Oui, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Oui, c'est une question pertinente que Coco est en train de poser. Ces filles ne sont pas forcées, mais tu sais, il y a beaucoup de filles qui le font naïvement et il y a beaucoup aussi qui le font parce que elles n'ont pas je peux dire, elles n'ont pas de moyens. Elles croient bêtement aux promesses que ces hommes sont en train de faire. Coco, je peux dire que j'ai eu des témoignages d'un ami qui m'a dit qu'il s'appelle... Non, je vais peut-être taire son nom. Il vit du côté de l'Italie et qui m'a dit que lui, en rentrant, il a déjà ses cibles. Il écrit à des filles avec lesquelles il écrit sur les réseaux sociaux. Et en rentrant, il te dit que j'en ai marre de venir à Magbozandé, Magbova m'a passé tant de tu vois. Il y a des filles qui n'entendent pas sortir. Déjà quand on dit sortir, et la faute à qui, et sortir avec qui? Sortir avec quelqu'un qui revient de l'Occident. Oui. Pour elle, c'est son Eldorado. D'accord. C'est son paradis. Donc elle se laisse faire alors que le monsieur, dans sa tête, c'est juste passer du bon moment, sa période de vacances avec elle et repartir. C'est-à-dire que ces filles en question font sujet donc de passe-temps. De passe-temps, voilà. De passe-temps pour ces hommes et ils repartent. Nous ne disons quand même pas que tous ces hommes, tous ces jeunes hommes, bien tous ces frères qui reviennent de l'Occident le font. Mais la plupart en font quand même. Ils ont déjà dans leur tête que en rentrant, je vais aller chercher une fille et la preuve, il y a beaucoup de filles qui ont rendu des témoignages. Il y a beaucoup qui en sont victimes de ces cas-là. Et quand nous allons peut-être tendre le micro à beaucoup de filles, elles vont en dire. Quand ils reviennent, c'est pour offrir un déodorant, c'est ce que je dis, je répète ce que l'ami m'a dit. Il vient offrir un déodorant de 2 euros, du chocolat, déodorant de 2 euros, et puis quoi? Oui. Et puis c'est fini. On te tient comme ça. Et il m'a dit que quand la première fois que la fille vient, lui donne les cadeaux et puis lui il consomme. En partant, la fille croit que bon, c'est un benguis, il va peut-être lui remettre des liasses, mais il va dire que non, tu sais, je n'ai pas encore échangé ma monnaie, tout est encore en dollars, en euros. Oui, ou bien il a fait cette transaction, il n'a pas encore de liquidité. Demain, il va aller à la banque pour faire du retrait et puis après, il va te donner, d'accord? Et la fille est partie. La seconde fois, elle est venue. Quand il est venu, la fille est venue. Il lui a encore dit que non, tu sais, il a encore consommé. Il a consommé et il a dit encore à la fille que non, tu sais, j'ai un souci avec mon truc. Non, t'inquiète pas, j'ai prévu quelque chose de très spécial pour toi. Il consomme et la fille s'en va. Mais non. Quelque temps après, quand la fille va commencer par l'appeler, il va dire, non, tu sais, je suis allé au Ghana, c'est pourquoi ma connaissance, c'est fini. Et que lui, il va repartir, et quand il repart, après, quand la fille va le joindre, après, il va lui dire que non, qu'il a été appelé expressément pour venir au boulot, et c'est pourquoi il est parti. Il y a beaucoup de filles qui ont été victimes de ça. Super. Alors, je vais laisser la parole à Dovenin, mais bien avant de lui concéder la parole, Rachel, est-ce qu'on va parler de naïveté? Est-ce qu'on va parler donc de facilité de la plupart de nos sœurs au pays aujourd'hui? Et parce que c'est vrai, sur les réseaux, on l'a également vu, où ça crie dans tous les sens, et ils sont encore rentrés et tout. Mais si quelqu'un est rentré, la personne veut faire sa vie et tout, et tu rentres dans son jeu, à qui la faute finalement? Je crois qu'on va parler à la fois de naïveté et d'ignorance également, parce que il y a de ces acteurs-là, parce qu'il y a de ces hommes-là qui savent bien jouer leur jeu. Il y en a qui promettent bien évidemment le mariage de ces genres de filles. Peut-être parce que c'est des relations. Tu rencontres quelqu'un sur Facebook, par exemple, qui est à l'étranger. Vous prenez peut-être 1 ou 2 ans vous écrire. Vous pensez que lorsque la personne serait de retour, ça serait forcément pour un mariage. Est-ce que ça, c'est de la naïveté? Non, je ne pense pas. Parce que tout dépendra de la conversation que vous avez eu en amont. Mais l'homme, dans sa tête, il sait qu'en rentrant, ce
ce n'est pas pour quelque chose de sérieux, en fait. Lui le sait. Peut-être la fille se retrouve à être victime de cette situation. Du côté où on parlera de facilité, faut se dire tout de suite que les filles se disent un homme qui est à l'étranger, j'ai plus de chances de l'épouser. Et en même temps, j'ai aussi la chance de partir aussi à l'étranger. Donc, donc, en fait, l'objectif, c'est quand même avoir une vie beaucoup plus qui répond à ses besoins. À ses besoins. Faut dire qu'il y a quand même aussi une ruse que la fille a utilisée parce que c'est pas comme si c'était dépourvu d'intérêt pour elle-même. Elle a aussi l'intention de partir. Et elle se sert plutôt d'un homme qui est déjà à l'étranger qui pourrait lui offrir facilement l'accès peut-être à la France, à l'Italie, je dis peut-être du n'importe quoi. Donc, il y a cette facilité-là, parce que les filles aujourd'hui, elles veulent plus vraiment se donner à fond pour réussir leur vie, sans se reposer forcément sur un homme. Du coup, quand il y a une petite complication, on se dit, bah, il y a tel monsieur qui me drague, autant accepter, arriver même dans le pays, je peux divorcer parce que je l'aime pas. Faut dire qu'il y a quand même de ces filles-là. Et il y a certains benguis aussi qui en sont victimes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des benguis qui font des rages, mais il faut savoir qu'il y a de nos soeurs aussi qui en font. Maintenant, le côté où on parle de naïveté, c'est de ces genres de filles, par exemple, je ne vais pas aller chercher loin. Un exemple, je compterai moi mon cas. Heureusement, j'en suis arrivée à sortir de la situation. Il faut dire que j'ai rencontré un gars et avec qui tout de suite il y avait eu de l'attirance, on a commencé à s'écrire. La relation était tellement intense en ligne que à un moment, même si lui me promettait le mariage, mais à la différence, c'était moi qui n'étais pas prête parce que j'étais encore à l'école et je n'imaginais pas me marier à l'âge là en fait. Donc moi, j'étais pas d'accord pour le mariage, je lui disais d'attendre un peu, mais avoir l'illusion qu'il me vendait en ligne, tu pourrais croire que quand il serait rentré, ce serait la première des choses. Ce serait la première des choses. Bah, à ma grande surprise, quand il est rentré, j'ai pas su. Alors que normalement, une personne avec qui tu envisages de te marier, la première des choses, dès que tu as réservé ton billet, même c'est la personne que tu informes. Il m'a pas informé. Bizarrement, moi je sors et puis bah, c'est lui que je rencontre. Et il était au volant d'une voiture. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le reconnaître, mais je l'ai vu. Non, mais je n'en revenais pas. Après, il m'écrit que non. Et bizarrement, il sortait avec une autre fille avec qui j'étais amie. Bah, figure-toi que je me suis retrouvée à voir son mariage sur le statut de l'ami en question. Vous voyez un peu comment... C'est-à-dire qu'il a fini par épouser l'ami en question, c'est ça? Il a fini par épouser l'ami en question. Je ne sais pas s'il n'était pas au courant. Qu'on était, bon, c'est vrai qu'on n'était pas amis, peut-être une camarade, on va dire, ou collègue, un truc de ce genre. Mais on avait quand même les contacts, on regardait les statuts de temps en temps. Donc j'ai fini par retrouver les photos de son fiançailles sur le statut de la connaissance à moi. Tu imagines un peu. Est-ce que j'ai été naïve? Non. C'est suite à une... Bah, peut-être on reviendra sur ton cas. On reviendra certainement sur ton cas, particulièrement. Donc, ces personnes-là qui usent vraiment de malice et trompent naïvement ces personnes-là qui, en griffe, croient en l'amour et tout et tout. Donc, cher Benguis, c'est pas pour vous jeter la pierre, mais quand vous revenez au pays, quand même, soyez un peu plus humain. Ne jouez pas à détruire le rêve des filles, à briser les cœurs et repartir comme si de rien n'était. Alors, heureusement qu'on a on sur ce plateau. Alors, Monsieur Kojo de Vénère, ce que je voudrais vraiment savoir, est-ce que tu, personnellement, depuis que tu es rentré au pays, toutes ces personnes-là derrière qui tu étais, c'est-à-dire que, on va le dire ainsi, ces personnes qui t'intéressaient avant, leur traitement vis-à-vis de toi, et quand tu es rentré au pays, par exemple, est-ce que tu as quand même eu le privilège de rencontrer certaines personnes avant avec qui tu étais d'une manière ou d'une autre ou qui t'intéressaient avant, mais au retour, leur traitement vis-à-vis de ta personne a changé? Est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose comme ça? C'est une question un peu compliquée à répondre. Après, c'est vrai que bon, j'étais toujours en contact avec beaucoup de personnes, pas forcément pour sortir ensemble et tout ça. Et donc, ceux avec qui j'étais en contact, oui, quand je suis arrivé, je les vois régulièrement aussi. Donc, ouais. Super. Alors, est-ce que tu as l'impression que, une fois rentré au pays, et quand les gens ont l'impression que, voilà, vous êtes revenus de l'étranger et tout, le traitement qu'on vous réserve est différent
du traitement que vous aviez avant de partir? Tu traites bien parce que tu es benguiste. Oui, ça c'est évident parce que, en fait, déjà, vu le débat sur le plateau, il y a... Ne te laisse pas influencer par ces femmes ici, hein, vas-y. Vu le débat sur le plateau, il y a quand même une stigmatisation des benguistes, excusez-moi si je ne prononce pas bien le mot. Donc, il y a une stigmatisation par rapport à ces personnes-là. C'est vrai qu'il y a des cas où ils viennent pour des aventures sans lendemain ou des trucs comme ça, mais il y a aussi qui viennent pour d'autres raisons. Il y en a même qui viennent chercher de l'amour de leur vie aussi. C'est aussi en fait. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a tellement stigmatisé cette couche-là que même ceux qui sont sérieux, quand ils arrivent, les femmes ou les filles qu'ils abordent ne les prennent pas au sérieux. Wow. Et j'ai un cas palpable même d'un ami à moi qui en 2022 était revenu parce qu'il avait rencontré une fille justement en ligne et il discutait, donc lui il est revenu pour faire les formalités et tout ça, mais tellement la fille elle était méfiante, elle n'arrivait pas à lui faire confiance au point où ils n'ont pas vraiment eu le temps de discuter comme il devrait et mon ami il est reparti sans faire ce qu'il voulait faire. Donc c'est cette stigmatisation qu'on fait de la diaspora, si vous voulez, qui rentre ça, oui, voilà, ça aussi, ça coûte cher à la population ici aussi. Et pour ce qui concerne le mariage, justement, les gens ils prennent le mariage, c'est-à-dire se marier avec un benguiste comme étant l'Eldorado ou la fin en soi. Mais moi, je trouve que c'est très dangereux ce truc-là, parce que j'ai aussi une amie qui fait ses études ici, qui est très très intelligente, qui a vraiment un avenir radieux, mais qui finalement a épousé un soi-disant benguiste. Et donc, après la licence, ils ont fait les formalités, elle est partie. Sauf que le problème, c'est que la ville dans laquelle se trouve son mari ne lui permet pas de continuer ses études. Et donc, elle a dû abandonner ses études pour commencer par faire les petits travaux à côté et tout ça. Alors que c'est une fille qui était très intelligente et qui pouvait... Si elle restait au Togo, étudier, avoir un bon diplôme et trouver un bon travail ici au Togo. Donc je pense qu'il faut... En fait, mais est-ce que la relation a été aussi affectée par la suite? Non, ils sont toujours amoureux, ils sont ensemble, mais moi je pense que c'est un gâchis. En fait, la fille, elle a gâché sa vie, quoi. Moi je pense qu'elle peut faire mieux que ce qu'elle fait actuellement. Donc c'est aussi une sensibilisation qu'on doit faire à nos jeunes filles, de ne pas seulement se jeter dans le mariage parce que la personne est en Occident. C'est une erreur. Bon, après, s'il y a des filles qui n'ont pas la capacité de réussir toutes seules et qu'elles veulent se marier et partir, ça on peut comprendre. Mais des filles qui sont tellement intelligentes, perdre leur intelligence pour un mariage parce que la personne est en Europe, je trouve que c'est un peu bête, quoi. Super. Alors, on est sur ce plateau, on va également te poser cette question. Est-ce que tu as quand même l'impression que aujourd'hui, certaines personnes, peut-être depuis que tu es rentré au pays, t'approchent? Ce n'est pas vrai. Ce qu'elles rencontrent, ce qu'elles disent et tout. Tu as vraiment l'impression que c'est parce que ces personnes se permettent de dire que ce monsieur peut rendre ma vie belle, peut-être contribuer à changer mon quotidien, et que ce que ces personnes peut être en train de transmettre n'est pas vrai. Non, personnellement, comme je le disais, moi, j'ai pas assez d'amis. Donc, en fait, je suis un peu solitaire. Donc, j'ai pas assez d'amis. Donc, j'ai 2-3 personnes avec qui je sors souvent. Donc, j'ai pas... Il y a personne expérimenté ces genres de choses. Pas du tout. Super. Alors, Apefa, je retourne à toi. Le constat, il est clair aujourd'hui, hein, où on voit la plupart de nos jeunes sœurs. Comment est-ce que tu expliques la facilité avec laquelle elles arrivent à se jeter dans les bras de ces hôtes-là qui rentrent au pays, au point où des fois tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est juste une question de la personne est venue avec des cadeaux, ou bien peut-être la classe, la posture? Comment tu expliques en fait? Merci Coco pour cette question. Ça me rappelle quelque chose, je vais venir à ta question. Il y a des mamans, il y a des parents souvent qui disent à leur fille, à leur petite fille, quand la fille est petite, que nous aussi, il vous détend là de. Vous voyez? Ou soit, on commence par inculquer des trucs dans la tête de leur fille, de la fille, ou bien de l'enfant, comme si le meilleur se trouve qu'auprès de l'homme qui revient de l'Occident, ou bien de l'homme qui vit en Europe. Et puis les filles ici,
qui ne veut pas du beau? Tout le monde veut du beau. Tout le monde veut ce qui est bien. Donc, on sait bien que tous ceux qui reviennent de là, ils se donnent un certain style vestimentaire. Il y a il y en a qui n'en ont pas du tout. Hein. Oui, pas tout le monde quand même. Pas tout le monde. Ils se donnent quand même un genre. Ils se donnent un genre, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a des gens, quand vous les voyez en même temps, on leur dit en même temps, oh c'est bien, mais il y a... Et si mélange, voilà. Voilà l'expression. Voilà. Et si mélange, il y a des gens qui disent que leur style, la manière de s'habiller, et tout, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et les filles préfèrent être avec ces gens-là plus que ceux qui vivent. Et ce qui est étonnant à Péfa, c'est que parmi elles, il y en a qui sont en relation. Oui. Elles sont déjà en relation avec des gens ici. Si. Mais elles préfèrent passer ces 2 ans, c'est 2 mois plutôt. Dans l'espérance peut-être de partir. Voilà. Avec celui qui est en Occident. Et rassurez-vous que il y a des filles qui entretiennent des relations avec 2 ou 3 ou 4 ou 5 benguistes. Pourquoi? Parce que quand la personne revient, c'est pour aller faire un tour à la cascade, c'est pour aller te prendre dans la voiture, une belle voiture, aller à l'hôtel et manger et tout ça. Moi, je me dis souvent que c'est parce que ces filles n'ont pas confiance en soi. C'est parce que tu crois que toi-même, tu ne pourras jamais travailler et t'acheter et t'offrir ce luxe-là. Quand tu es là et que tu penses que tout le bonheur que toi, tu dois vivre, doit sortir de la poche de quelqu'un, c'est tout ce que tu pourras faire. Bon, Apéfa... tu ne pourras que te donner. Mais étant une fille, une jeune fille, ayant des rêves, s'étant fixé des objectifs, tu dois aussi te dire que un jour, moi si je vais aller en Europe, mais même si ce n'est pas aller s'installer pour faire ses études ou quoi que ce soit, mais quand tu es une fille qui est indépendante financièrement, pourquoi ne pas acheter un billet et aller faire un tour en Occident et revenir? Mais si les filles s'étaient appelées à l'excellence, visaient le sommet, visaient l'excellence, tout ce que je fais, mes études, ma passion, tout ce que je fais rime à l'excellence, je crois qu'on ne se jetterait pas tout de suite dans les bras du premier venu qui offre peut-être quelque chose qui miroite le bonheur et puis on se jette dans ses bras. Si vraiment on se donne une certaine tenue, une certaine valeur, on a des principes. Une fille qui a des principes, qui pense vraiment à son avenir, qui pense vraiment à ses études, à sa carrière, tu ne te jetterais pas n'importe comment dans les bras d'un homme qui revient de l'Occident. Je ne suis pas en train de dire que... J'avais dit précédemment dans mon récit que il y a des frères qui reviennent et qui offrent des déodorants. Ce n'est pas mauvais de revenir et d'offrir du déodorant, ou bien d'offrir du parfum, d'offrir quoi que ce soit à des proches, ou bien offrir à sa petite amie ou quoi que ce soit, mais... il y a vraiment quand même certains qui ont des idées bizarres dans la tête en le faisant. Super. Alors, Rachel, aujourd'hui, le constat, il est également clair où on remarque que c'est peut-être une amie qui t'appelle, qui te dit, Rachel, comment tu vas? Pas forcément toi sur le plateau, hein. Comment tu vas et tout? Bon, voilà, j'ai une cousine, j'ai un frère, j'ai un proche qui est revenu de l'Occident, mais on va aller faire un tour. Peut-être à Palimé et tout ça. On ne te dit pas directement qu'on veut te connecter à la personne, mais apparemment, tu y vas. Parce que peut-être le langage, tu le comprends. Maintenant, après, tu viens et puis tu cries, oh là, victime, piégé, et tout ce qui va avec. Est-ce qu'au fond, quand par exemple, tu te lances dans cette aventure où on va à Palimé, où on va, je sais pas, à Nero, pour aller passer du temps avec son ami, et l'autre qui est revenu en Occident, est-ce que indirectement, cette personne qui y va, pour la plupart du temps, sont naïves ou bien se préparent à tout? Non, je ne dirais pas qu'elles sont naïves. Hein. Parce que d'autant plus que ce n'est pas la personne qui est rentrée directement qui l'invite, que c'est son ami qui l'invite, par exemple. Donc,
pas forcément parce qu'elle veut la placer à son frère. Moi, je ne dirais pas ça. C'est comme si on les accusait indirectement. Mais par contre, ce sont des adultes. À la suite de la rencontre, ce qui advient, ça n'engage que les deux personnes. Maintenant, est-ce que c'est de la naïveté? Je ne pense pas. C'est vrai que, bon, elle peut se dire que l'homme s'intéresse à elle ou qu'il peut se passer des choses, mais ça serait pas un peu aussi pervers en même temps quand t'invites à faire une sortie à Palimé, que tu te dis, bon, l'homme va vouloir me draguer ou coucher avec moi. C'est comme si tu avais de l'imagination débordante. C'est possible que vous sortez et que rien ne se passe aussi. De la même manière, c'est possible qu'en sortant, bon, qu'il y ait du finis entre vous et que vous finissez par avoir une aventure. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceux qui estiment que ces gens de filles où on t'appelle un ami ou une amie et tout ça, et on va se promener un peu, on va aller un peu à l'intérieur du pays, à Palimé et tout ça là, que c'est des filles plus ou moins faciles? Non, je dirais pas qu'elles sont faciles. Il y en a qui aiment l'aventure. Il y a de ces filles qui aiment vraiment l'aventure et qui ne réfléchissent pas forcément aux conséquences de ces aventures-là. Moi, par exemple, quelqu'un qui va m'inviter à aller à Palimé pour passer une nuit ensemble, je ne vois pas du tout l'intérêt parce que de un, on ne se connaît pas, on n'a aucun intérêt à aller passer une nuit à Palimé. Donc, indirectement, je sais qu'il y a une idée derrière. Donc, si j'accepte, c'est que indirectement, j'accepte aussi la proposition de la personne. Maintenant, on parlait du cas où c'est l'ami qui invite pour rejoindre un frère et tout, ça c'est différent. Mais au cas où un benguiste par exemple rentre et te dit il faut qu'on aille à Palimé pour faire un tour et tu as le courage d'accepter, non seulement il prend une chambre, il prend une chambre pour vous deux et tu as le courage d'accepter de dormir dans la même chambre que lui et après tu te dis bon, il a profité de moi. Moi je crois qu'indirectement on a joué aussi un rôle parce qu'on a accepté dormir avec un inconnu et du coup on a accepté aussi qu'il se passe des choses. On a signé un contrat. On a signé un contrat. Pas pour accepter ce que les béquistes là font, mais c'est naturellement des choses qui arrivent. Donc, il y a un côté où je vais un peu revenir en arrière. Figurez-vous que moi, je suis amie avec beaucoup de benguistes. Excusez l'expression qui revient parce que c'est le thème le mot qu'on a choisi aujourd'hui. De ces personnes, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire. Vous écrivez pas à un moment, vous écrivez pas d'un coup, tu le retrouves à être dans ton inbox chaque jour. Comment tu vas à te porter de l'attention que tu n'avais pas particulière, une attention très particulière. Justement, tu fais quoi maintenant de tes temps libres? Tu fais quoi? C'est en quelque sorte pour creuser autour, pour voir ta disponibilité. Et c'est des personnes qui se montrent très attentionnelles en te demandant déjà, en revenant, qu'est-ce que je peux te rapporter? Tu veux quoi? Il y en a qui te disent un iPhone, je t'amène ça, qui font des propositions que tellement tu te dis, oh, bah, le gars là, je lui ai pas demandé, mais il veut m'offrir ça. Et de ces filles qui sont facilement influencées par de ces choses-là, elles acceptent. Mais quand le gars va rentrer, ne crois pas que naïvement il va prendre sa voiture pour venir te remettre le cadeau chez toi à la maison et repartir. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'invite. En t'invitant, ça serait pas dans un restaurant, je te promets. C'est soit dans un appartement qu'il a loué, ou soit là où il a construit. Et quand tu arrives, tu vois, des fois, c'est des maisons qui sont bien construites. Tu te dis, bah, tu te vois dedans, tu te vois dans la maison. Bah, la maison, elle est belle, hein. Et puis, il dit qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie. Et si je m'intéresse un peu à lui, on pourrait faire une bonne chose ensemble, hein. Indirectement, la personne influence le peu que tu as. Malheureusement, je ne sais pas comment ils font pour choisir de ces filles qui n'ont pas forcément les moyens qu'ils ont. C'est des personnes qui ont forcément un plus que ce que la fille a. Déjà, et puis toi, quand tu arrives à la maison, tu te dis, oh non, il n'y a personne. Tu te retrouves à venir faire la cuisine. Sans te rendre compte, tu t'engages dans quelque chose qui est très 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 lourd. Tu commences pas à faire la lessive, tu commences pas à faire à manger, et plus tu gagnes en confiance, tu commences pas à jouer le rôle de la femme. De la femme. Et donc quand le monsieur il part, tu rentres dans les oubliettes. Que ce soit le parfum qu'il t'a offert, tu le vois, tu ne peux plus le mettre. Que ce soit même tu requêtes le chocolat qu'on t'a offert parce que tu te dis, ah, le chocolat c'était un échange de quelque chose. L'homme, tu t'es servi à l'homme sur un plateau d'argent. Il y en a qui veulent, quand ils rentrent, ils te demandent, je te ramène quoi? J'ai dit, bah, tu n'as rien à me ramener parce que je t'ai rien demandé. Attends que je te demande, soyez clair avec ces hommes-là. Depuis le début. Parce qu'un homme ne peut pas t'offrir, c'est pas ton frère. Un homme ne peut pas t'offrir. Même ton frère, en rentrant, il ne pense pas à toi. Comment
Toi, tu peux croire que l'enfant de quelqu'un en rentrant va penser à toi et t'offrir quelque chose gratuitement en plus, alors qu'il passe des nuits blanches. Il dort même dehors dans le froid. Et donc, l'argent qu'il a galéré pour trouver, bah toi, parce que tu as un beau sourire, il va venir te l'offrir en échange de quoi? Super. Alors, Monsieur Dovénère, l'avis de l'autre côté, est-ce que, de par tes expériences personnelles, ce n'est pas aussi facile que celle vécue ici au pays lorsqu'on rentre? Alors, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux vies. C'est pas le même mode de vie. Et après, ça dépend de comment on est parti aussi. Il y en a qui partent par le bateau, il y en a qui partent pour les études. Et donc, les deux n'ont pas même vie là-bas. Parce que moi, dans la ville où moi j'étais, j'ai même été visiter un centre où en fait, ils amassent les étrangers, les Africains noirs, dans cette maison-là, parce qu'ils viennent par le bateau. Et donc, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de carte de séjour. Donc, on les embarque là-bas pendant des années. Et généralement, c'est des gens qui les embauchent dans des entreprises et les entreprises payent ces gens-là avant qu'on ne les paye. Donc, la vie, c'est pas aussi facile là-bas. Et donc, c'est très difficile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, je pense que tous ces problèmes-là, ça vient justement du mythe qui s'est construit autour de l'Europe ou de l'Occident. Et c'est ça qui fait que les gens, ils pensent que quand on vient de l'Occident, c'est qu'on est riche. Et ça, nous aussi, on le vit tous les jours. C'est-à-dire que le fait que tu es en Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que ça fait que le fait que tu es là-bas, tout le monde t'appelle, croyant que l'argent, c'est... Et voilà. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on déconstruise ce mythe-là autour de l'Europe. Et ça, on parle de relations, mais il n'y a pas que dans les relations. Même dans les entreprises aujourd'hui au Togo, quand je prends un exemple, quelqu'un qui fait un master en mathématiques à Lomé et quelqu'un qui revient de France, par exemple, avec le même master, quand tu vas dans l'entreprise, ils vont préférer prendre celui qui vient de l'Europe. Alors qu'on n'a pas le même climat, on n'a pas la même réalité. Celui qui a fait son master sur le terrain sera plus compétent sur le terrain ici que celui qui vient de l'Europe. Mais étant donné que sur son diplôme, on a écrit ça vient de l'Europe, les employeurs vont préférer le prendre par rapport à celui qui est ici. Et ça, c'est quelque chose que nous devons déconstruire aujourd'hui. Sinon, si on continue comme ça va être toujours le même problème. On va débattre là-dessus tous les jours, mais rien ne va changer. Je pense qu'il faut commencer par déconstruire ce mythe-là d'abord. Alors, ce que je voudrais savoir, quand par exemple, tu penses que revenir de l'Occident ne fait pas de toi forcément une personne riche et tout, mais quand on vient, on voit ces personnes bling-bling, bien habillées, en voiture et tout, qui se promènent à longueur de journée avec des liasses et tout ça. Et bon, comment on peut expliquer ça? Ben justement, c'est que quand tu prévois venir en vacances, tu économises. Donc tu vas économiser et quand tu arrives ici avec toute ton économie, tu n'as que 2 semaines ou 1 mois, donc tu dépenses sans penser, sans réfléchir, et quand tu retournes, tu vas payer les pots cassés après. C'est comme ça. Ici, on croit que c'est la vie, c'est la vie normale de la personne. Alors que la vie qu'il y a, c'est une vie de vacances. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai des camarades avec qui j'ai étudié ici qui sont là, quand je vois leur situation, qui sont meilleures, leur situation est meilleure que la mienne. Donc c'est pas parce que moi je suis en Europe que je serai plus riche que eux, non, au contraire. En fait, pour être riche, c'est une question d'intelligence. Tu es intelligent, tu travailles, tu deviens riche, tu l'es pas, que ce soit en Europe ou ici, tu seras pauvre. Mais quand même, il est clairement dit que la vie de l'autre côté est meilleure, c'est-à-dire que ça offre plus d'opportunités et le revenu, en termes de revenus par rapport à ce que quelqu'un peut gagner là-bas et quelqu'un peut gagner ici au pays, il n'y a pas photo. Ah oui, ça c'est sûr que, par exemple, quand tu es dans le domaine d'études, que tu as fait des études et que tu trouves du travail, c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a plus d'opportunités là-bas qu'ici. Mais ces opportunités-là, je crois que ces gens, ils ont travaillé pour les créer aussi. Donc, nous aussi, on peut, si on veut, créer ces opportunités chez nous. Alors, des conséquences, ça peut faire, quoi qu'on dise, tellement de conséquences aujourd'hui, que cela nécessite à ce qu'on en parle à l'antenne dans cette émission. Certaines de nos sœurs qui tombent grosses, et qui chopent des maladies. Il y a tellement de choses à dire. Après le départ de Sabengit, il y a beaucoup de sœurs qui se retrouvent avec des grossesses, mais avec les papas les disparus, parce que les numéros ont été bloqués sur toutes les lignes, les papas complètement disparus, et ou soit avec des maladies sexuellement transmissibles, parce que ces messieurs, quand ils sont arrivés ici, ils ont eu des rapports sexuels avec plusieurs filles à la fois, parce que c'est les vacances, ils sont venus en griffe consommés.
on se retrouve avec des maladies et ces maladies-là, le fait de traiter ces maladies n'ont rien à faire avec les 2 semaines de belle vie que tu as passées. Bien, une grossesse sans papa, un enfant sans papa et toi-même, la femme, bien la fille, tu te mets dans une détresse pas possible pour toute ta vie. Et c'est l'avenir de cet enfant-là qui est aussi mis en jeu. Moi, je dis souvent que quand nous allons maintenant finir partout et voir les filles qui sont qui occupent des postes de responsabilité ou bien qui sont des filles brillantes, vous ne les verrez jamais dans ce genre de situation. C'est parce qu'elles sont des filles qui sont fixées, je le dis encore, des objectifs, qui savent, oui, qui se sont fixés des objectifs, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait bien que son avenir, ou bien son bonheur ne se trouve pas dans la poche de l'homme. Moi, je le dis, je le répète toujours que le bonheur d'une femme ne se trouve jamais, jamais dans la poche de l'homme. C'est bien vrai, à deux, on construit, c'est mieux d'être à deux qu'un, mais il faut d'abord viser l'autonomie de soi, l'autonomie de soi, la dépendance de soi d'abord, avant de penser à se jeter. Quand quelqu'un fait la cuisine et qui te donne, mais tu ne seras pas rassasié que si toi-même tu fais la cuisine chez toi. Donc, il est temps pour que les filles commencent par se réveiller et se dire que moi aussi je pourrais payer mes vacances. Tu peux être une fille vivant au Togo et te payer des vacances, acheter un billet pendant les vacances et aller en Europe, passer 2 semaines de vacances et revenir continuer tes activités au Togo. Il est temps qu'on commence par faire ce genre de rêves. On commence par arroser ce genre de choses. Plutôt que de rêver à ce que les benguistes, je me dis peut-être que c'est le comportement des filles aussi, à désirer, à tant désirer ces personnes-là qui a plus développé ces malices-là auprès de ces frères-là aussi qui reviennent. Rachel, quel serait donc peut-être ton dernier mot dans cette émission, parce qu'il s'agit beaucoup plus de ça, de nos sœurs. Nous sommes encore déjà pratiquement dans les vacances. Ces réalités, ces phénomènes vont encore reprendre. Il y a tellement qui sont au retour et qui font, comme tu l'as dit au début de cette émission, continuent par faire des rages. Bah, on ne peut pas vous interdire de sortir avec des benguis, hein. Vous êtes des adultes. Ce que moi je peux vous dire, c'est de faire attention, d'être plus intelligente et de surtout de ne pas croire que le bonheur se trouve dans les mains d'un autre. On est vraiment heureux que quand on a les moyens de s'offrir ce qu'on veut. Parce que s'il faut toujours tendre la main vers quelqu'un pour s'offrir un bonheur, finalement, on s'enlace ou la personne qui nous tend la main finit par s'enlacer. Donc, essayons d'avoir la tête sur les épaules, parce que si vous êtes une femme qui est bien assise, je vous jure que de ces hommes-là vont venir vers vous, mais tout en vous respectant, parce que vous avez les moyens de vous offrir ce que vous voulez. Donc, allons à la recherche de la réussite personnelle. Et si vous voulez sortir avec de ces hommes pour peut-être partir à l'étranger et tout, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Comme Apéfa l'a dit, rêvons grand et croyons en nos compétences, comme le monsieur l'a dit aussi, parce que dans son développement, il a dit qu'il y avait une fille qui était très intelligente, mais qui s'est retrouvée à gâcher sa vie. Le mariage, c'est une bonne chose, mais c'est pas une fin en soi. On peut se marier parce que la société nous contraint. Parce que en vrai, la société n'est pas en face de la réalité qu'on subit après. Donc on est face, c'est une croix qu'on porte tout seul. Donc il faut réfléchir à ce qu'on veut et d'arrêter de choisir tout le temps la facilité. C'est bien d'avoir des personnes qui nous tendent la main, mais essayons de nous tendre nous-mêmes la main, parce que c'est une main qui sera toujours disponible quand on aura besoin. Mais une main qui vient de quelqu'un d'autre, je suis désolée, il aura cette priorité par moment, et donc tu peux te retrouver à ne pas avoir ton bonheur. Donc battons-nous pour avoir ce qu'on veut. Battons-nous pour avoir ce qu'on veut. On retrouvera tout à l'heure notre invité du jour en deuxième partie, où nous parlerons encore de long en large, beaucoup plus sur son cadre professionnel, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Aujourd'hui, nous parlons dans cette émission de ce thème lié au benguisme, mais nous allons
allons nous retrouver tout à l'heure pour parler de tout ça. Merci donc en tout cas, Apefa, pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Et merci de continuer par aider à éclairer nos jeunes et notamment nos jeunes sœurs dans cette émission. Merci également Rachel d'être restée quand même avec nous tout au long de ce temps et d'avoir continué par également inspirer toutes ces jeunes là qui nous suivent dans cette émission. Alors on fait cette toute petite pause, on fait cette pause et on revient en deuxième partie avec notre invité du jour. À tout à l'heure. Nous retrouvons donc dans la deuxième partie de cette émission notre invité du jour, Monsieur Koumedina Kodjo Dovene. Il est ingénieur didacticien, actuellement en formation pour faire la recherche en didactique des mathématiques en France. Et cette interview se fera naturellement avec un autre ami, frère journaliste, Jacob que nous avons encore le plaisir d'avoir sur ce plateau. Jacob, ça va? Oui, ça va chez vous? Oui, ça va très bien, très en forme. Merci. Apefa, également avec toi, nous parlerons et nous poserons plusieurs questions à la didactique des mathématiques, ça arrive bien. Exactement, Koumedina Kodjo Dovene sur un peu son parcours. Alors, on va te laisser encore une fois te présenter de façon beaucoup plus large à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Ok, merci beaucoup. Alors déjà, je suis Koumedina Kodjo Dovene, Kodjo parce que je suis né lundi. Et je suis... Comme moi d'ailleurs. Allons-y. Donc, je suis ingénieur didacticien et actuellement, je suis en formation pour faire de la recherche en didactique. Voilà. Alors, on l'a dit au début de cette émission, mais on va revenir pour nos téléspectateurs peut-être qui viennent donc de capter New World. Quand on parle de la didactique, il s'agit en réalité de quoi? Alors, la didactique, déjà, le mot didactique vient du grec didaktikos, qui veut dire propre à instruire, c'est-à-dire relatif à l'enseignement. Et donc, la didactique, c'est la science qui étudie la diffusion des connaissances, des savoirs et des savoir-faire, et aussi les conditions et les contraintes qui influent sur cette diffusion-là, c'est-à-dire les conditions qui favorisent, permettent ou au contraire empêchent ou gênent la diffusion. Voilà. Et pourquoi le choix de la mathématique? Alors, mathématiques, le choix, en fait, moi, après mon bac, je me suis inscrit en mathématiques par simple hasard, en fait. Ok. Maintenant, après, pour la didactique, c'est parce que après ma licence, j'ai commencé par enseigner ici au Togo. Donc, j'ai enseigné dans le système togolais. Après, je suis... Quelle matière dans mathématiques, bien sûr. Mathématiques. Ouais. Est-ce que parce que je pose cette question parce que est-ce que vous étiez tout petit déjà passionné par les mathématiques ou comment ça se fait? Ah oui, en fait c'est mon prof de maths collège qui s'appelle Monsieur Clou, qui m'a vraiment transmis cette passion pour les mathématiques. Et même quand j'étais au collège, quand on faisait les corrections des exercices et tout ça, mes camarades ils demandaient que ce soit moi qui passe au tableau pour le faire parce qu'ils disent que quand c'est toi on comprend mieux plus que si c'est quand c'est le professeur. Et donc mes camarades à l'époque ils me disaient que tu ferais un bon prof et tout, et moi ça m'énervait parce que en voyant les conditions de mes profs, je rêvais pas à devenir prof non plus. Et donc quand ils me disaient ça m'énervait. Même il y en avait un avec qui on s'est bagarré un jour pour ça. Waouh. Voilà. Parce qu'il voyait en toi un professeur de mathématiques. Voilà, il disait que je serais un bon prof et moi je dis non, moi je veux pas être prof. Et donc, mais malheureusement ou heureusement, après le bac,
je me suis inscrit en mathématiques, donc j'ai fait une licence. J'ai commencé, après la licence, j'ai commencé l'enseignement ici où j'ai enseigné dans le système togolais. Après, j'ai intégré des écoles qui font que le programme français. Et même si, quand je faisais mon cours, même si mes élèves, ils appréciaient mon cours, au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Voilà. Et donc, arrivé à un moment, j'ai décidé d'aller me faire former pour l'enseignement. Et c'est quand j'ai commencé mon cours là-bas que j'ai suivi un cours de didactique avec une dame qui est aujourd'hui ma directrice, qui me suit dans mes recherches, qui s'appelle Madame Artaud. Et après avoir suivi ce cours-là, je me suis dit, bien, c'est ce qui me manquait en fait pour être ce que je voulais être. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de faire la didactique. Super. Alors, Jacob, je ne sais pas si pour toi, les mathématiques étaient véritablement une passion ou une bête noire. Bon, en fait, quand on était aussi au collège, il y a cette mythe qui entoure la mathématique. Donc, et aussi pour les examens, on bûchait sur le plan des formules. Pour passer en classe supérieure, après, on oublie ça. Donc, c'est pas quelle est cette mythe qui est derrière la mathématique. Depuis le cours primaire, même à l'université, quand quelqu'un dit qu'il fait la mathématique, on voit que la personne est super intelligent, il est crack. J'aimerais directement m'attaquer à notre invité. Quelle est cette mythe-là derrière la mathématique? Alors, normalement, il n'y a pas de mythe derrière. En fait, c'est vrai qu'au fond, les maths sont un peu difficiles. Même Einstein l'avait dit que si je vous dis que mathématiques, c'est facile, je vous mens. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'il y a quand même un peu de difficulté dans cette discipline-là. Mais quand tu tombes sur un prof qui arrive à t'expliquer de façon terre à terre les concepts, tu verras que c'est une discipline qui est, je pense, c'est la plus facile de toutes les disciplines enseignées au collège et au lycée. Ok, donc maintenant pour enseigner la mathématique comme discipline, il faut faire référence à la didactique. Oui, justement, je pense que aussi si aujourd'hui les élèves ont beaucoup de difficultés en mathématiques, c'est justement parce qu'il manque ce côté didactique-là pour les professeurs. Si on prend par exemple les professeurs mathématiciens togolais aujourd'hui, il n'y en a aucun qui suit la formation en didactique. Bon, il y a certes des formations en pédagogie, mais pas en didactique. Et peut-être on va en parler, la différence entre ces deux notions-là. Alors, quel est le rapport entre didactique et pédagogie? Alors, c'est... oui, bon, en fait, énoncer la différence entre didactique et pédagogie, ça va être très long, mais je vais essayer quand même de résumer rapidement. En fait, pour provoquer les pédagogues, je peux dire que la didactique, c'est une science, alors que la pédagogie, c'est un art d'éduquer. Bon, c'est vrai que les pédagogues n'aiment pas qu'on définisse la pédagogie de cette manière-là. Mais sérieusement, la pédagogie s'occupe de certains aspects d'organisation d'une classe, et sans forcément regarder les interactions qu'on a avec la discipline qu'on enseigne. Et donc, au début, la didactique s'est construite justement contre la pédagogie. Et en disant que s'il y a une relation entre le prof et l'élève, c'est parce qu'il y a un savoir à enseigner. Et donc, la didactique trouve que c'est plus judicieux de mettre l'accent sur le savoir à enseigner que sur l'organisation d'une classe. Et donc, aujourd'hui, par exemple, moi, la théorie que j'utilise pour travailler, dans cette théorie-là, on a intégré la pédagogie comme étant une condition de la diffusion d'un savoir donné. Super. Alors, Apéfin, quand on parle aujourd'hui donc de la mathématique, là je vais repartir encore sur ça. Pour plusieurs, il faut le reconnaître, ça a été carrément une bête noire. Beaucoup n'aiment pas du tout. Beaucoup n'aiment pas, et Dieu seul sait pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Les gens même se permettent de dire, en mathématiques, et je ne sais pas si tu as déjà eu à expérimenter des choses comme ça. Mais est-ce que tu as déjà eu des gens ont tenu de ces genres de propos et que tu as eu à écouter aussi? Justement, on se dit, c'est toutes ces formules-là qu'on écrit, à quoi ça rime? Il y a des gens qui ne voient pas le côté pratique de la chose. C'est vrai, A plus B égale tel, je connais pas. Je suis nulle en mathématiques, si je peux le dire ainsi. Voilà. Parce que je suis nulle en mathématiques parce que déjà quand je suis entrée en 6e et que on a commencé par faire les mathématiques,
je voyais rien, je comprenais pas grand-chose. Et puis, je me suis dit, tout de suite, je me suis posé des barrières. Tout de suite, je me suis dit que ça, là, je n'arriverai pas à m'en sortir. Donc, quand le prof vient, je m'amuse, je me concentre jamais autour de cette matière-là. Ce n'est qu'arrivé au lycée, c'est arrivé au lycée que j'ai eu un prof. J'ai eu un prof qui, il a commencé par m'enseigner, par me tenir d'une manière ou d'une autre dans cette matière-là, que je me suis dit, j'ai vraiment regretté toutes ces années derrière où je n'ai pas fait de ça quelque chose d'important. Et c'est pourquoi moi je me suis dit que mes enfants n'auront jamais mathématiques, comme dire entre griffes que mathématiques c'est la bête noire. Jamais. Non, jamais. Je me suis dit qu'il faut vraiment amener l'enfant à comprendre, je crois vraiment que c'est le but de cette didactique-là. Ouais, si j'avais eu un prof qui s'y connaissait en didactique, n'est-ce pas, monsieur? Ouais, justement, c'est là le problème. C'est-à-dire que les enseignants, il y a certains enseignants, pas tout le monde, bien évidemment, mais il y a certains enseignants qui enseignent des concepts mathématiques dont eux-mêmes ils n'ont pas, ils connaissent pas en fait la raison d'être de ces concepts-là. Donc justement, par exemple, c'est ce que Yves Chevalat, c'est un grand didacticien français. D'ailleurs, c'est lui qui a développé la théorie que moi j'utilise pour travailler. Il désignait ça par la monumentalisation du savoir. C'est-à-dire que aujourd'hui dans l'éducation, le savoir est devenu comme un monument où on va visiter à l'école. Donc, généralement, les parents, quand les élèves reviennent, ils disent, est-ce que vous avez vu, par exemple, le théorème de Pythagore? C'est ça. Donc, oui, l'enfant, bien évidemment, va répondre, oui, on a vu le théorème de Pythagore. Mais en dehors du nom théorème de Pythagore, c'est-à-dire, on appelle ça en didactique l'ostensif. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ostensif-là? Quel est le nom ostensif qui est associé à cet ostensif théorème de Pythagore? Et ça, beaucoup de profs ne l'ont pas. Et donc, ils viennent juste énoncer le théorème de Pythagore. Après, ils vont faire calculer 2-3 trucs avec ce théorème et c'est fini. Donc, à partir du moment où on ne montre pas la raison d'être de ces concepts-là aux enfants, ça devient plus compliqué de cerner le concept. Super. Alors, comme Jacob tout à l'heure, il a parlé donc de ce mythe-là qu'on a toujours pensé avoir autour donc de la mathématique. Est-ce que la mathématique fait vivre son homme? Et est-ce qu'aujourd'hui, la mathématique, quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui la mathématique? Faire la mathématique aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire de la mathématique et vivre de la mathématique? Et quelles sont les aubaines qu'offre la mathématique aujourd'hui? Alors, est-ce que la mathématique fait vivre son homme? Je dirais bien évidemment oui, parce que moi, sinon, je ne vivrais pas. Je vis des mathématiques. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui a été faite aux États-Unis. Vous savez, les Américains, ils aiment classer tout et tout. Et ils ont classé les métiers aussi. Qui procure le métier qui procure plus de bonheur jusqu'à celui qui procure pas du bonheur. Moins de bonheur. Voilà. Et les mathématiques étaient en premier lieu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que les mathématiciens étaient plus heureux. Vous voyez que ça fait sourire tout le monde sur ce plateau. Donc, ils ont trouvé que les mathématiciens étaient plus heureux dans leur métier que les autres métiers. Donc, ça prouve à quel point les mathématiques, c'est vraiment indispensable. Alors, pas que vivre de mathématiques, mais on ne peut pas vivre sans mathématiques, en fait. Bon, étant donné qu'on est citoyen, quand tu es citoyen, il faut connaître des notions mathématiques. Sinon, tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire? Là, déjà, quand on est arrivé ici, votre émission, par exemple, ça doit durer un temps donné. Super. Et ça, si on n'a pas la notion de durée, on ne peut pas être dans le temps. Et ça, c'est purement mathématique. Vous voyez, non? Donc, en réalité, tout est mathématique. Oui. Tout est mathématique. Et d'ailleurs, il y a un grand savant qui disait que l'univers est écrit dans le langage mathématique. C'est quel langage? C'est quoi le langage mathématique? Le langage mathématique, c'est un langage. En fait, mathématique même, c'est un langage. Donc, normalement, on doit apprendre les mathématiques comme on apprend une langue et tout. Et ce langage-là, c'est le langage que tous les scientifiques parlent. Donc, toutes les autres sciences parlent le langage mathématique. Et donc, quand on revient au langage mathématique même, c'est un langage qui amalgame le langage courant, c'est-à-dire le français qu'on parle, ou l'anglais, ou l'évé, la langue dans laquelle on va enseigner la matière. Mais en même temps, à côté, on a nos symboles mathématiques qu'on utilise.
Et donc, quand on n'est pas initié à ces symboles-là, quand on les voit, on ne peut pas les comprendre. Super. Voilà. Alors, Jacob a peut-être une dernière question également, mais moi, ma dernière question serait, est-ce que on pourra retrouver un mathématicien dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers, dans toutes les corps de métier aujourd'hui? Ah oui, c'est mathématique est présente partout. Et d'ailleurs, en tant que didacticien, par exemple, moi, je ne suis pas obligé de travailler uniquement avec les professeurs de mathématiques. Je peux même intervenir dans des entreprises. En fait, la théorie justement que nous utilisons, c'est une théorie qu'on appelle la théorie anthropologique du didactique, qui a été développée par Yves Chevalard. Et cette théorie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modélise l'activité humaine pour pouvoir identifier les conditions et les contraintes qui permettent de diffuser un savoir. Alors, nous, on parle d'études. Quand on fait le cours de mathématiques, par exemple, on va parler d'études et non d'enseigner. Il y a aussi une différence entre études et enseignement. Exactement. Et donc, il y a études, on dit qu'il y a études lorsque, dans une activité humaine, on rencontre une tâche qui est problématique. Alors, une tâche problématique, qu'est-ce que c'est? C'est juste une tâche qu'on ne sait pas accomplir ou qu'on ne sait pas accomplir de manière satisfaisante. Et donc, à partir du moment où on a cette tâche-là, vous voyez que dans plusieurs entreprises, ils ont forcément des tâches à accomplir. Et donc, le didacticien, lui, va essayer d'identifier quelles sont les conditions et les contraintes et donc va chercher des techniques pour accomplir en fait cette tâche-là sous les conditions et les contraintes qu'on a dans l'entreprise. Donc, les mathématiciens, ils peuvent travailler dans n'importe quel secteur. D'ailleurs, j'ai une ancienne camarade avec qui j'ai fait les mathématiques à l'université de Lomé qui travaille aujourd'hui à GTA. Voilà. Super. Jacob. Oui, j'aimerais que notre invité nous parle encore plus sur le concept de transposition didactique. Alors, la transposition didactique, c'est une branche aussi, en fait, une branche, je vais dire plutôt, c'était la théorie qui était à l'origine de la théorie anthropologique du didactique. Et donc, cette théorie-là vient, en fait, répondre à la question d'où vient le savoir que nous avons dans notre enseignement, dans le système d'enseignement. Le savoir, par exemple, quand on va enseigner, je donnais tout à l'heure l'exemple du théorème de Pythagore, d'où vient ce théorème-là? Donc, il va répondre à cette question-là. Et donc, par exemple, je vais donner juste un exemple de géométrie qu'on enseigne au collège. Par exemple, on va se demander d'où vient cette géométrie-là. En fait, c'est la géométrie euclidienne. Et donc, on ne peut pas prendre la géométrie euclidienne comme Euclide l'avait définie dans ses éléments d'Euclide et l'enseigner directement comme ça aux élèves de 6e. Et donc, pour cela, il faut ce qu'on appelle une transposition. Et la transposition, c'est le processus de modification qui permet de passer du savoir qu'on va appeler savoir savant au savoir à enseigner. Apprendre. Voilà. Donc, le savoir à enseigner, ce savoir-là, on l'a dans le programme que le ministère de l'Éducation donne. Et il y a le savoir à enseigner que l'enseignant enseigne dans la classe devant les élèves. Super. J'aurais bien aimé qu'on continue, mais après faire le temps et sérieusement, après nous, on va certainement s'arrêter là et revenir dans les semaines à venir avec notre cher ami qui, j'espère que ce n'est pas d'ici demain, tu es toujours là pour un moment ou le temps est trop court pour ton retour? Justement, pour mon travail actuellement, parce qu'actuellement, moi, je travaille sur les grandeurs et mesures. C'est aussi une notion très capitale dans dans l'enseignement des mathématiques. Et le fait que cette notion-là est mal enseignée, ça pose énormément de difficultés aujourd'hui à beaucoup d'élèves. Et donc, avec ma directrice, on travaille sur ce projet-là pour voir quelles sont les conditions, les contraintes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter l'enseignement des grandeurs et mesures. Et donc, pour le faire, moi, je quitte normalement la France pour le Canada. Parce que vous savez que le Canada aussi a un système didactique un peu particulier. Donc, je vais essayer d'amalgamer ces deux systèmes-là et travailler avec ça sur le projet qu'on a actuellement. D'accord. Merci, monsieur Koumedina Kodjo Dovena d'être passé chez nous dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler un peu de didactique. Et j'espère que désormais, on ne va plus confondre didactique et pédagogie. Naturellement. Jacob, merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci à Péfa. Merci Coco, merci à tous nos téléspectateurs qui ont suivi avec intérêt cette émission. Super, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez tout compris, la mathématique, c'est quand même fondamental dans la vie de chacun d'entre nous. On ne peut absolument rien faire, c'est la mathématique.
Et dans la toute première partie de cette émission, on a beaucoup plus parlé aujourd'hui des benguistes, de nos jeunes frères qui rentrent de l'Occident et qui ont envie de passer du bon moment. C'est vrai qu'on peut se donner du plaisir, mais en même temps, il faut penser à demain. Il faut réfléchir à chaque décision que nous prenons, à chaque acte que nous posons, parce que ça finit toujours par nous rattraper. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette merveilleuse émission. À la réalisation était donc Pierrick Abanikoua, et puis à la diffusion, nous avions Patrick Tingangpam qui nous ont donc aidé à assurer la réalisation de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, appelez-moi Maestro Coucou. Au revoir, à très très bientôt.